Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur exceptionnel d'interviewer une pionnière, une femme aux réalisations extraordinaires, une source d'inspiration pour beaucoup. Madame Fatou Sylla, première femme industrielle en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, a non seulement marqué le secteur industriel de son emprunt, mais c'est également dévoué à la préservation et à la promotion donc, de l'art et de la culture africaine à travers la Fondation Fatou Sylla. En outre, un hommage spécial a été rendu à Madame Fatou Sylla, célébrant ses contributions révolutionnaires. Aujourd'hui, nous avons donc le privilège de plonger plus profondément dans son parcours, les initiatives de sa fondation et l'importance d'événements tels que Art on Move. Tout cela, nous sommes très impatients donc d'attendre vos réflexions. Commençons donc par quelques questions sur vos réalisations remarquables, madame. Bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous créé donc la Fondation Fatou Sylla et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Je suis heureuse d'être là et expliquer pourquoi j'ai créé la Fondation Fatou Sylla. Parce que très jeune, je me suis intéressé à l'art. Et c'était un grand plaisir que je voulais que les Africains me suivent pour aimer l'art comme moi-même j'aime l'art. Je me suis lancé dans l'art très jeune parce qu'on avait un voisin qui faisait la sculpture et l'autre qui vendait des objets d'art. D'autres venaient de la Guinée, d'autres du Mali. Mais j'étais très impressionné de voir toutes ces statuettes, ces masques. Je ne comprenais pas parce que moi je venais de mon Assini où j'étais élevé avec ma grand-mère et je viens faire une découverte qui était exceptionnelle. Et ça m'a beaucoup plu. Mes parents paternels qui étaient musulmans ne voudraient pas que je me lance dans ces objets d'art. Mais moi, on ne pouvait pas m'arrêter. Je venais de l'école, je pouvais m'asseoir pour voir les gens sculptés, tellement que j'adorais. Tout ce qui était traditionnel m'impressionnait beaucoup. Et en 2004, j'ai créé ma fondation. Parce que ça fait déjà plus de 50 ans que je collectionnais l'art. Je dis non, il faut faire quelque chose et commencer à démontrer ce que nous avons de précieux en Afrique. Parce que j'ai vu que la grande partie de nos grands fonctionnaires ne décoraient pas chez eux avec l'art africain, l'art ivoirien. Et moi, ça m'a impressionné. Quand j'avais l'occasion de voyager, j'allais dans les musées et je voyais que là, à Abidjan, j'allais au musée des civilisations pour voir tout ce qu'il y avait comme des objets d'art ivoiriens. Et ça m'a beaucoup aidé pour créer ma fondation. Et en tant que femme, est-ce que ça fait aussi une différence? Vos parents, vous avez parlé tout à l'heure, que vous n'êtes pas tellement impressionné par ça, mais en tant que femme, est-ce que ça jouait? Mais ça jouait parce que, d'abord, c'est personnel. Parce que moi, on m'a souvent engueulé pour dire de ne pas m'occuper de ça, que ce n'était pas religieux, mais on ne pouvait pas m'arrêter. On ne pouvait pas m'arrêter parce que j'aimais beaucoup l'art. J'ai fréquenté des sculpteurs. Par exemple, si j'ai l'occasion d'aller à Kourougou, je peux rester toute une journée chez les sculpteurs. Ils étaient étonnés de me voir une femme de la Basse-Côte venir s'asseoir et regarder. Parce que chez eux, même les femmes ne s'approchent pas de la sculpture. Et moi, venant du Sud, j'aimais m'asseoir pour regarder les hommes sculptés. Et ça m'a fait beaucoup plaisir parce que quand je me suis marié au Nord, il y avait des sculpteurs
de Korogo, de Boudiali qui était à Odiené, il m'a reconnu. Il dit, vous, quand on était petit, vous venez vous asseoir pour nous, regarder nos parents sculpter. Mais pourquoi vous aimez ça? Mais c'était un grand plaisir pour moi parce que c'est quelque chose qui est à moi et je ne pouvais pas ne pas aimer. Et je poussais des gens qui avaient leur maison. J'ai dit, il faut décorer avec le jardin, il faut mettre une statue. On dit, non, mais ça vient du nord, nous on est du sud, on ne s'intéresse pas. Et là, ça m'a fait beaucoup plaisir parce qu'au fur et à mesure que j'essayais de les convaincre, d'autres ont commencé à aimer. Et pour moi, c'est vraiment important. Voir un bois mort, je le prenais puis j'appelais un sculpteur pour pouvoir sortir quelque chose dans ce bois. Parce que j'étais une personne aussi qui ne voudrait pas qu'on fasse tomber les arbres. J'aimais la forêt, j'aimais les arbres, j'aimais le jardin. Je vois. Mais justement, on parle de plus en plus de femmes industrielles dans le domaine de l'art. C'est quoi exactement, madame? Mais vous savez, l'Afrique a beaucoup changé. J'ai vu des dames qui font des expositions et qui aiment l'art. Des choses qui avaient 50 ans, on ne voyait pas. Aujourd'hui, le monde a changé par l'évolution, par l'école supérieure, le voyage. Et je pense que c'est une très bonne chose que la femme africaine s'est lancée dans l'art. Moi, par exemple, j'étais au Zaïre, chez les prêtres. J'ai vu des dames venir s'intéresser à l'art. Et vraiment, ça m'a beaucoup impressionné. Dans ces conditions, quel conseil, madame, donnerez-vous aux femmes qui veulent devenir entrepreneurs, surtout dans l'industrie ou de la promotion culturelle? Et comme vous savez, aujourd'hui, vous nous avez mis les femmes à l'école. Et ces femmes-là veulent démontrer ce qu'elles savent faire. Et celles qui vont dans les écoles culturelles, elles s'intéressent pour faire la décoration, pour s'intéresser au tissu traditionnel. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'elles ont eu une idée de surpasser, d'être institutrice, d'être docteur, mais faire autre chose. Et c'est ça qui est impressionnant. Je vois. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous avez un souvenir spécial ou une réussite marquante, j'allais dire, en tant que femme, première femme, j'allais dire, industrielle? Un souvenir marquant. Écoutez, quand moi, petit datilographe, j'ai commencé à travailler et un jour on a dit qu'on cherchait des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent se lancer dans l'industrie. Et vous avez quel âge en ce moment-là? Maintenant, j'étais déjà marié, divorcé, j'avais 22 ans. 22 ans. Ok. Et on m'a dit qu'il y avait des cahiers à faire. Des cahiers. C'est pour écrire, pour apprendre les enfants dans l'école. Moi, je vais choisir ce domaine. Et me voilà m'intéresser dans la papeterie. Mais comment faire? Je n'ai jamais vu fabriquer un cahier. C'était extraordinaire. Donc vous avez commencé d'abord dans la papeterie avant de rentrer dans le domaine de l'art, c'est bien ça? J'aimais l'art, Ok. mais ça n'a rien à voir. Parce que la papeterie, c'est un métier. Et c'était extraordinaire. Comment fabriquer? J'ai été à la Nouvelle de France, j'étais chez Poussiro. J'ai discuté avec les responsables. Ils me disent, mais toi et une frère de jeune fille, mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on puisse acheter?
Nous n'achèterons pas avec toi. Cette chose que j'ai, qu'on m'a fait cette proposition, j'étais la seule femme dans le groupe où il fallait constituer le dossier d'entrepreneur, créer une concertation, avoir les fonds. J'ai fait toutes les démarches pour les banques et j'ai pu créer cette société. Mais ce n'était pas facile. Plein de difficultés d'autographe. J'ai commencé à travailler, voilà, aller et un jour on a dit que voir, chercher des jeunes gens et cette société qui veut se mettre dans l'industrie. Vous aviez quel âge en ce moment-là? Mais là, j'étais déjà marié, divorcé, j'avais 22 ans. 22 ans. Il y avait des cahiers à faire. Pourquoi? Mais comme moi j'allais pour écrire, pour apprendre les enfants dans les reliés, moi je vais choisir cette chance qu'on m'a donnée. Il fallait démontrer que je pourrais le faire, laisser dans la papeterie. Alors, mais comment faire? Je n'ai jamais vu fabriquer une société avec qui j'ai eu à discuter extraordinaire. M'ont permis de faire un Vous avez stage. commencé d'abord dans la papeterie avant de rentrer dans le domaine de l'art. M'ont permis de faire l'art, mais ça n'a rien à voir. Et la papeterie, c'est un métier. Et avec, c'était extraordinaire. Comment fabriquer, j'ai essayé de monter à la République de France, j'étais chez Poussino, avec, j'ai discuté avec les responsables. Ils me disent, mais on a appris faire de jeunes filles, mais qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on puisse acheter? Nous avons vu que beaucoup de personnes aimaient cette chance que j'ai, les cahiers que je fais, cette proposition, parce que je dis, je ne veux pas me la seule femme dans les Quel genre de cahier exactement? les cahiers s'africains, il y avait le cahier d'école, je vois. Oui, les cahiers d'école d'entrepreneurs. C'était dans les années 68. 68. Avoir les fonds, j'ai fait toutes les démarches pour les banques et j'ai créé. Et j'ai vu que certaines librairies comme la librairie de France, M. Barman m'accompagnait. Il dit, fais tout, mais soit tourner la qualité. Et moi, je me suis dit, il faut faire la qualité. La qualité paye. Les enfants qui prenaient chez mes confrères certains produits, le matin, le soir, le cahier ne marchait plus. Parce que ce n'était pas bien fini. Et moi, il fallait que je fasse du cahier bien fini où les enfants ne peuvent pas déchirer. Avec du bon papier, tout ça, oui. Et bien cousu le cahier de 200 pages. Et j'étais très heureuse. Parce que l'enfant ne pouvait pas tricher. À l'école, le programme, la maîtresse voyait que si c'est 98 pages, on ne peut pas déchirer. Parce qu'avant, quand ils ont mal travaillé, ils déchiraient. Là, impossible. Parce que c'était bien cousu. Et c'est une chance que j'ai écoutée pour faire la qualité. Oui, mais les gens vont commencer à se poser des questions. Votre métier, au niveau donc de faire des cahiers, et au niveau de l'art. Comment vous avez fait cette transition? Comment vous êtes arrivé là? Mais l'art, je le faisais quand j'ai quitté mon travail. C'est-à-dire que je sors et arrivé à la maison, je m'occupais de l'art. Mais au travail, je ne parlais pas de l'art. C'était un second travail que je faisais. Okay. Et bien, toujours les samedis, dimanches, j'étais avec les sculpteurs. Quand j'ai fait un voyage, j'allais toujours, j'allais pas voir chercher des tissus, non, c'était là, dans mes week-ends. Et ça me plaisait beaucoup. Alors, donc c'était un peu le problème que vous avez rencontré, c'est bien ça, madame? Exactement. Alors, la question que je vous posais, pourquoi avez-vous donc organisé l'exposition Art on the Move, avec une collection d'art africain, et en quoi cela a-t-il aidé votre fondation? Mais j'ai cru
bien faire parce que je suis venu en 2014 aux États-Unis, à Washington, grâce à notre ambassadeur Diabaté. J'ai été plusieurs fois aux États-Unis, j'ai visité plusieurs expositions, mais je voulais aller exposer à Washington. L'époque on m'a préparé, on a pris rendez-vous, j'ai fait mon conteneur et je suis venu. Mais j'étais très fier. C'était plusieurs tonnes, hein? Ah oui, plus de 1000 pièces. Wow. Mais l'exposition a été une réussite, tellement que les gens étaient venus de partout, des sénateurs, de tous bords. Comme ça a été une réussite économiquement aussi, ça a été une réussite ou bien... Non, mais pas économiquement, mais Au d'abord niveau de la promotion. la promotion. Ok. Parce qu'ils n'avaient pas vu d'un certain an voir des statues Bambara, Baoulé, Senefo, Da, venaient de l'Ouest. Ils n'avaient pas vu ça d'un certain an. Et c'était une réussite. L'université demandait pour voir s'ils peuvent venir visiter ce que j'ai exposé. Et là, c'était très important que les universités s'intéressent. Parce que c'est l'avenir. Et j'ai vu des gens qui venaient de partout, d'Europe. Ils venaient voir des associations. Nous voulons voir ce que cette dame a fait. Et c'était une réussite. Comment une réussite? Alors, une question que je vais vous poser maintenant. Comment votre fondation aide-t-elle les artisans qui créent l'art africain traditionnel? Et en quoi cela contribue-t-il à préserver notre culture de façon générale? Mais c'est très important parce que la grande partie des jeunes, d'abord, je les poussais à aller à l'école. Et puis, des jours n'allaient pas à l'école, faisaient leur sculpture ou la teinture. Parce que pour moi, c'était important pour qu'ils apprennent à lire et écrire. Parce que la grande partie des parents n'ont pas appris à lire et à écrire. Je dis, on peut faire les deux choses. Parce qu'en Europe, les grands savants qui faisaient la grande sculpture, ils allaient à l'école. Donc, allez-y à l'école. Et aujourd'hui, Fatou est en train de créer une école supérieure où les jeunes gens vont venir apprendre à faire la sculpture, la teinture, la danse, l'école de Fatou Sila. Parce que je pense qu'un associant très jeune jusqu'à l'université, qu'ils apprennent à l'art, ça serait très important. Donc je suis en train de créer cette école avec ma fondation. Je vois, madame, c'est assez intéressant. Et, alors, il y a une autre question que je vais vous poser, mais je crois que je vais la remettre un peu plus tard. Pourquoi donc des événements comme Art All Night sont-ils importants pour promouvoir l'art et la culture africaine dans le monde? Mais c'est très important parce que le gouvernement doit s'occuper de nous, amener à aider l'artisan à valoriser leur art. Beaucoup d'Europe, on parle de l'art européen. Aujourd'hui, on demande à tous ceux qui ont pris notre art pour aller en Europe, en Amérique, de faire revenir ces arts en Afrique. Parce qu'on ne savait pas. Mais aujourd'hui, ça fait le retour dans chez nous. C'est important. Parce qu'il y a une autre éducation qui commence à venir. Des gens, nos gouvernements, même le sculpteur qui a sculpté certaines choses, qui est parti, qui revient, qui voit la valeur, c'est très important. Parce qu'on disait que l'art ne nourrissait pas son homme,
Ça nourrit si on donne l'opportunité de s'en occuper. Créer des musées, faire des expositions, comme je l'ai fait. J'ai osé. J'ai fait plusieurs pays à mes frères pour démontrer que l'art peut nourrir ses hommes. Il faut aider. Mais justement, par rapport à ça, comment donc la fondation Fatou Sylla aide donc les artisans donc à devenir indépendants sur le plan économique? Mais bien sûr, c'est en vendant ce qu'ils font. Aller s'aider à payer le compte de 2 enfants. Là, nourrit son homme aujourd'hui. Exactement. Okay. On commence à les aider. Et ça, c'est très important. Le gouvernement aujourd'hui commence à prendre d'artisans importants. Ils ont créé des associations pour aider la peinture, la teinture. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'art. Nous autres, à force de nous battre, ils commencent à respecter ce que nos artisans font. Moi, j'ai été par exemple au Mexique. Ce que j'ai amené, ça fait le tour du Mexique depuis 8 ans. Le tour du Mexique, tellement qu'ils étaient heureux de voir ces objets d'art d'Afrique de l'Ouest. Ils ne connaissaient pas. Mais est-ce que le métier de l'art, ce métier est-il rentable en Afrique ou bien c'est plutôt en Europe? Non, chez nous-mêmes, ça peut être rentable. Ça peut ou bien ce n'est pas encore rentable? Mais si, C'est rentable, ok. ça commence à être rentable. Parce que les institutions de banque commencent à s'intéresser. Et quand vous faites quelque chose de bien fait, les gens commencent à respecter. Nous avons nos grands commis qui aimeraient aussi avoir des jolies choses chez eux. Et je pense que ça vient. Ça vient. Donc en ce moment, donc, en quoi donc, la fondation est-elle impliquée dans la communauté locale à Abidjan et ailleurs? La fondation se bat parce que beaucoup de personnes, surtout certaines religions, ne veulent pas entendre parler de ce religion d'art. Mais on ne se décourage pas parce qu'on explique. Pourquoi ils ne veulent pas entendre parler, à votre avis? Pourquoi? Non, mais parce qu'ils disent que c'est des fétichismes, c'est des machins, c'est adorer quelque chose qui n'est pas bien. Non, on explique que même dans l'Arabie Saoudite, qui est dans une religion musulmane, ils sont leur art. Donc il faudrait aider à ne pas faire perdre notre art. J'explique. Parce que moi, je suis parti en Arabie Saoudite, étant musulmane, j'ai vu. Je suis curieuse. Et j'explique. Parce que dans les familles musulmanes, on interdit de s'occuper de l'art. Donc, à ce moment, ça me ramène à vous poser cette question. Donc, quelle est donc votre vision pour l'avenir de l'art africain et, voilà, et son importance à l'échelle mondiale? Mais vous savez, ce que je fais, voyager, envoyer des objets à travers le monde, faire des expositions, parler, je crois que ça aide beaucoup. Ça aide parce que j'ai lu beaucoup de livres sur l'art et j'ai vu que plusieurs hauts personnalités comme des Américains, des Anglais ont voyagé dans le monde africain pour connaître l'art africain. Ils étaient étonnés de voir des choses faites par des Africains. Et je trouve qu'ils nous ont beaucoup aidés. Alors donc nous, on ne doit pas rester en arrière. Nous devons continuer l'œuvre que ces gens ont osé venir chez nous. On nous a dit c'est du fétiche, dit ce fétiche, on les aime. Je vais revenir à une question tout à l'heure par rapport à ça, mais juste avant de revenir à cette question, votre collection rassemble
j'allais dire des artistes de toute l'Afrique. Hein. Est-ce que c'est fait intentionnellement? Si oui, pourquoi? Mais écoutez, quand je voyage, je vais au Dahomey, je vais au Ghana, je vais au Burkina, je vais oui à l'art. Et je collectionne. Mais ça fait plus de presque 70 ans que je collectionne. Et ils adorent de venir chez moi, de voir. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup dépensé. Hein? Mais je dépasse avec plaisir, parce que j'aime. On peut avoir une idée? Écoutez, Des millions, des milliards? que des milliards, Que des milliards. mais c'est la qualité. Et je pense que ceux qui sont venus chez moi, parce que j'ai eu la malchance, les gens ont mis du feu chez moi à mon domicile, ils ont brûlé beaucoup de jolis objets que j'avais, mais je ne regrette pas. Parce qu'il y a eu des photos et ça m'a poussé encore à aller de l'avant. Justement, vous étiez en train de répondre à cette question tout à l'heure. De nombreux Africains basés sur le mythe et les croyances ont tendance à considérer les sculptures comme diaboliques. Quel est votre point de vue à ce sujet? Mais vous savez, ça est en train de se changer. Parce que, effectivement, d'autres adoraient ces fétiches. C'est normal. Vous avez des fétiches que les gens adoraient, que vous avez déjà collectionnés? Oui, bien sûr, parce que j'ai posé la question. Si on pouvait l'avoir. Mais on dit comment il faut se comporter. Parce qu'il faut écouter. Si on dit ça, vous ne devez pas le faire comme ça, il faut faire attention. Nous avons des statues. Et la femme qui ne peut pas affronter, elle garde chez elle et peut affronter. Il y a d'autres pour les maladies des enfants. Il y a plusieurs types de fétiches. Et par la croyance de l'église ou autre, ces fétiches commencent déjà à changer autrement. Aujourd'hui, on peut l'avoir, le mettre dans son salon. C'est important, donc les choses changent petit à petit. Bien sûr. Dites-nous, madame, quelque chose que nous ne savons pas de vous en dehors de l'espace artistique. Écoutez, Vous aidez beaucoup les pauvres dans la communauté. non, mais dans mon village. Vous Dans avez mon quel village? village. Moi, je suis dans le sud de Ré à Boisseau. C'est dans ma famille, c'est une petite famille royale où je suis la reine mère. Exactement. Et ma maman, en 75, elle m'a dit, il faut que tu ailles aider ton grand frère qui est le roi, Kwiki II. Effectivement, je l'ai respecté. Je l'ai aidé à lotir tout le village, à faire du village à la sous-préfecture, aujourd'hui préfecture. Quel est le nom du village? Tiapoum. Ah, Tiapoum, oui, je vois. Exactement. C'est juste à la frontière avec le Ghana. Exactement. C'est la famille aussi. Mon chef de famille est du Ghana. Parce que vous savez, vous traversez l'eau, vous êtes de l'autre côté. Mais d'où vient donc votre facteur, Madame Fatou? Mais mon père était musulman. mais musulman et de Kanka. Ah, yeah. Alors, il est sorti de l'Ougouria Ponti, a fêté à Bassam, il a raconté ma mère, c'est là qu'elle est Fatou Sira. Et malheureusement, ma mère m'a volé pour aller me mettre à Sini. Où était ma grand-mère? Parce qu'on voulait m'envoyer en Guinée. Les femmes, on laisse pas les femmes partir. Et c'était la révolution. Dans ce même temps d'idée, vous êtes chrétien, musulman, bien animiste? En tout cas, j'ai fait Faites-moi tout. un peu de tout. J'étais avec ma grand-mère protestante, avec ma mère catholique, avec mon père musulman. Mais j'ai opté pour la famille musulmane moderne. Ok, d'accord, je vois.
pas une incompatibilité avec ce que vous faites là, collectionner des objets d'art et tout ça. Non, mais j'ai toujours aimé, la famille a accepté. Au début c'était difficile, mais la famille a accepté. De façon générale, qu'aimeriez-vous que l'on retienne de vous? Mais tout simplement, une femme qui aime l'art, une femme qui aime aider, une femme qui aime aller de l'avant. Parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études, mais je ne suis pas resté à regarder le ciel. J'ai appris à lire, aller à l'école le soir pour me former, et c'est important. Autodidacte un peu? Exactement. Félicitations, madame. Mais il fallait. Et ça payait, hein, c'est clair. Exactement, parce que je n'ai pas eu la chance, mais je l'ai fait moi-même. Ce qui veut dire quand on peut, on peut. Exactement. Oui. Alors, madame, une dernière question, puis je vais certainement avoir votre mot d'espoir. Pourquoi est-il important donc de promouvoir l'art et la culture africaine à l'échelle mondiale? Pourquoi c'est aussi important? Mais vous savez, c'est quelque chose de formidable. C'est important que l'Afrique ne doit pas se rester et c'est les autres qui vont faire la promotion de leur art. Nous-mêmes, on doit aller exposer. J'ai fait en Chine. J'ai vu comment les gens sont venus me demander d'où ça sort. Expliquez-nous. J'étais fier de les expliquer. Et c'est important. Nous devons y aller. Nous devons préparer nos enfants à faire de l'art africain quelque chose de pas nouveau, mais pour ceux qui veulent connaître, montrer notre art. C'est vraiment important. Je suis fier de le faire parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devons vendre notre art et le montrer. Ce n'est pas seulement l'argent, mais le montrer que nous savons faire. Et j'ai opté pour ça. Je me promène un peu à travers le monde, c'est avec fierté. On me connaît. Merci beaucoup, madame. Ça a été un plaisir, certainement, de vous avoir ce soir. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un mot d'espoir? L'espoir de l'avenir de l'art et de l'espoir de l'avenir de la femme africaine. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Les femmes sont libérées. On les met à l'école. Il n'y a rien qui refuse la femme si elle-même ne veut pas. Je remercie tout le gouvernement africain d'aider leurs sœurs. C'est vraiment important pour que la femme sache que si aujourd'hui elle est dans l'agriculture, elle le fait avec son plaisir, elle a son gagne-pain. Aujourd'hui, toutes les femmes ont changé. C'est plus la même chose. La femme mal habillée ne sache pas, chez elle il n'y a pas d'intimité. Tout ce qui est propriété, ça n'a pas le fait. Non, ça a changé. Elles s'occupent bien de leurs enfants. Elles sont fières, élégantes et entreprenantes. Et c'est ça que je veux que la femme soit, entreprenante. Et l'espoir bientôt, beaucoup de choses encore vont changer pour la femme africaine. J'ai confiance à l'avenir et à elle-même. Merci beaucoup, madame. Et à très bientôt.